Retour de l'actualité, bienvenue à vous tous, voici les titres. Une chaire de leadership en enseignement dédiée à feu Irma Marthe Mambé, la défunte épouse du Premier ministre. Elle est lancée par l'université Tarka Sareh en hommage à une femme d'engagement et d'exception ce jeudi à Cocody au CERAP. Elle frappe aux portes du monde professionnel. Ce jeudi matin a débuté l'examen pour plus de 1700 candidates des IFEF, Institut de formation et d'éducation féminine. Le lancement officiel s'est déroulé à Songon. Et puis c'est une femme au grand cœur. Elle apporte JT Couvert à ceux qui en ont besoin. Sa cible, les enfants sans domicile fixe et sans repère dans la ville d'Abidjan. Nous ferons connaissance avec Anita, l'espoir des oubliés de la rue. C'est une femme qui a marqué son passage sur Terre de par son engagement, sa foi et surtout la dispensation de son savoir. Une chaire de leadership en enseignement dédiée à feu Irma Marthe Mambé, la défunte épouse du Premier ministre Robert Begré-Mambé. Elle est lancée par l'université Tarka Sareh ce jeudi au CERAP de Cocody. Le point avec Abdoulaye Koné et Ulrich Adongon. L'université Tarka Sareh, tenue au CERAP, célèbre l'héritage d'une femme dont les valeurs continuent, Irma Marthe Mambé. Une chaire de leadership en enseignement sur femmes et religion porte désormais son nom. À travers elle, c'est un modèle d'engagement éducatif, spirituel et humanitaire qui est promu. Nous vivons en effet dans un monde en perpétuelle évolution, où les valeurs, les croyances et les cultures se rencontrent, se mêlent, se confrontent, s'entrechoquent parfois. Dans un tel contexte, la formation en théologie et sciences religieuses n'a jamais été aussi attendue comme puissant outil d'éducation des futures élites, mais aussi des masses. La gestion du religieux dans les entreprises, la gestion de la religion comme organisation, l'intégration des spirituels dans la médecine, la bioéthique, l'écoute et le respect du statut religieux du patient chez les professionnels de santé. L'Institut de théologie et de sciences des religions, tel que défini par le Symposium des sciences religieuses d'Abidjan, 20 février au 12 juin, est un institut rigoureusement laïque, de conseil, d'expertise, de laboratoire, en charge d'étudier la place et l'impact des questions religieuses dans la société contemporaine. La cérémonie a pris un accent particulier avec la présence du Premier ministre qui a salué l'héritage de son épouse disparue. C'est dans le silence du tabernacle que naît la volonté, la communion avec Dieu et la révélation de Dieu. Nous voyons que l'université Tarka Sareh est un tabernacle, le tabernacle du silence, d'où sont appelés à naître les esprits qui vont agir avec efficacité et silence dans le monde d'aujourd'hui et dans le monde de demain. Cette université est un grand pari sur le développement intégral, d'autres diront holistique, de la personnalité humaine fondée sur l'épanouissement ontologique. Toutes les sciences que le monde occidental développe aujourd'hui ont leurs racines en Afrique. Les jeunes Africains décidés, organisés, sérieux, seront les meilleurs demain. Si nous acceptons de travailler, il faut que nous cherchions par un travail acharné l'or caché à l'intérieur de chacun de nous. La chaire Irma Marthe Mambé, bien plus qu'un hommage, un outil pour éduquer, croire, transmettre et construire une société plus juste. Et une société plus juste est aussi une société plus verte. Face aux enjeux environnementaux mondiaux, la Côte d'Ivoire et l'Allemagne conjuguent leurs efforts. La conférence dénommée Climat et Innovation, partageons les solutions, s'est ouverte ce jeudi à Abidjan. Pendant 2 jours, autorités, experts et partenaires internationaux réfléchissent à des actions concrètes pour un avenir vert.
L'environnement est au cœur des discussions. À l'UNESCO à Paris, le programme hydrologique intergouvernemental va soutenir la Côte d'Ivoire. C'est ce qui ressort de la rencontre entre le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Gbagba, et le secrétaire du PHI, en marge des festivités marquant le 50e anniversaire du programme. Jean-Jacques Akwame, Zakaria Traoré. Il a été question au cours de cette séance de travail entre le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Gbagba, et le secrétaire du programme hydrologique intergouvernemental, PHI, Abou Amani, de la révision des normes hydrologiques en Afrique de l'Ouest et du Centre pour des ouvrages de qualité. Le financement des projets hydrologiques était également au menu des discussions. Des solutions existent au niveau du fonds climat et enfin du renforcement des capacités des cadres dans le domaine de l'eau en Afrique. Sur ce plan-là aussi, nous avons des points de vue concordants sur la nécessité vraiment d'accélérer ce renforcement des capacités et aussi nous travaillerons avec la Côte d'Ivoire pour pouvoir accompagner la Côte d'Ivoire par rapport à la préparation d'un programme national de renforcement des capacités. Le PHI qui est mis en place en Côte d'Ivoire a besoin d'avoir une capacité renforcée et a besoin d'avoir un appui, je dirais, du secrétariat général. Voilà. Parce que aujourd'hui, nous qui sommes les cadres, les ingénieurs qui avaient été formés grâce au PHI et grâce à l'OMM et à l'Orstom, nous sommes tous en train de partir à la retraite. Donc il était important qu'on pose ce problème pour que les moyens soient dégagés au niveau, n'est-ce pas, international, pour que la formation hier qui a permis d'avoir des cadres comme nous pour pouvoir piloter le secteur de l'eau puisse continuer pour qu'il y ait la relève. L'initiative ONU-Eau dispose d'un projet dans ce domaine et le secrétaire du programme hydrologique intergouvernemental invite la Côte d'Ivoire à soutenir l'idée. Au total, les festivités des 50 ans du PHI marquent un nouveau départ entre le programme et l'État de Côte d'Ivoire pour un partenariat gagnant-gagnant. Sur place en Côte d'Ivoire, la protection de l'environnement est d'actualité. Voyons ce don de l'Agence nationale de gestion des déchets aux collectivités, don de matériel de plus de 200 millions de francs CFA. Grâce Kando. Le programme d'appui aux collectivités lancé pour l'année 2025, une première tranche de 13 communes a été sélectionnée pour bénéficier d'équipements de salubrité. 2 parmi elles viennent de recevoir leur dotation. Il s'agit d'Adzopé et Agboville. Coût du matériel, plus de 220 millions de francs CFA. Nous prenons l'engagement pour que Adzopé soit la ville la plus propre de Côte d'Ivoire. Merci à la NAGED pour cet appui de matériel important qui vraiment va soulager la ville d'Adzopé parce qu'on en a vraiment besoin. Nous venons de bénéficier une fois de plus d'engins qui vont nous permettre de faire le travail pour que Agboville soit une ville où il fait bon vivre. Mais nous disons merci au président de la République pour tous ces efforts qui sont faits pour que nous ayons de belles villes. L'Agence nationale de gestion des déchets réaffirme sa volonté de poursuivre cette dynamique avec un projet communautaire de salubrité de type TIMO, travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Dès la réception du matériel, la NAGED organise des séances de formation avec les agents qui auront été désignés par les différentes mairies pour utiliser au quotidien ces engins et un suivi régulier est fait. Nous avons des délégations régionales qui sont implantées à travers tout le territoire. Pour rappel, 84 communes ont bénéficié de matériel de salubrité dans le cadre du programme d'appui aux collectivités au titre de l'année 2024. Et pour 2025, ce sont 90 qui en sont bénéficiaires. Ce jeudi 12 juin marque la 24e édition de la Journée mondiale contre le travail des enfants. Le gouvernement ivoirien réaffirme son engagement dans la lutte contre ce fléau. Sous le thème national, durabilité des chaînes d'approvisionnement des cultures de rente, éliminons le travail des enfants. Cette journée est marquée par le lancement officiel d'un 4e plan d'action 2025-2029 visant à renforcer les efforts existants. Et parlant d'efforts pour le bien-être des enfants, il y en a qui posent des actions avec un grand cœur. C'est le cas d'Anita. Elle apporte gîte couvert à ceux qui en ont besoin, sa cible, les enfants sans domicile fixe et sans repère dans la ville d'Abidjan. Anita, l'espoir des oubliés de la rue, un sujet signé Khalil Diomandé.
Dans sa modeste cuisine à Yopougon-Yangon, Anita, mère de 7 enfants, s'active. Il est bientôt midi. Les casseroles bouillonnent, les kilos de riz s'empilent. Ce repas qu'elle concocte n'est pas pour sa famille, mais il est destiné à ceux que la société oublie trop souvent, les enfants dans la rue. La nourriture que je prépare, c'est pour 51 enfants. Et c'est ce que je fais tous les jours. Les enfants en situation de rue ont perdu l'affection. Donc c'est cette affection que je leur donne. Cela fait maintenant 3 ans qu'Anita s'est engagée dans cette mission qu'elle considère comme un appel de Dieu. Autrefois, gérante d'une cabine téléphonique, elle utilisait ses bénéfices pour offrir des repas. Au fil du temps, tout le capital de son activité finit par y passer. Il n'y a plus de capital, il n'y a plus de bénéfices. Parce que j'ai tout pris pour nourrir ces enfants. Il y a des moments où Dieu fait grâce, les dons viennent. Il y a des moments où c'est difficile, on n'a pas de dons. Je suis obligée de serrer 6 mois. Je vais prendre crédit parce que je me dis qu'un enfant qui a faim peut aller voler. Après plus d'1 heure de cuisine, le déjeuner est prêt. Place à la distribution. Nous retrouvons Anita au quartier Maroc. C'est ici que ces tout-petits et elle se donnent régulièrement rendez-vous. C'est bon, mais de mettre un peu. Grâce à sa générosité, ces jeunes en rupture familiale pour diverses raisons ont de quoi combler leur faim chaque midi. Même si je n'ai pas l'argent, je ne suis pas inquiet. Parce que je sais que la maman va me donner manger. Elle nous épargne tout même. Acheter habits, coiffure, médicaments. Tu vois qu'aujourd'hui, je suis en bonne santé là. C'est elle qui fait ça. Depuis que je suis venu dans la rue là, c'est que maman l'a fait là. Il n'y a pas quelqu'un qui a fait ça pour nous. Elle fait tout pour nous. Il n'y a pas un juge qu'on Dieu n'a pas encore laissé. Dieu n'a qu'à donner longue vie, tout ce qu'elle fait dans sa vie. Anita ne se contente pas de remplir des ventres. Elle nourrit aussi les cœurs. Mes enfants, la cigarette ne peut pas te sauver. La drogue va te détruire. À travers des conseils avisés, elle tente au quotidien d'éloigner ces êtres vulnérables des dangers de la rue, comme la drogue ou le vol. D'autres ont duré dans la rue. Non, c'est comme ça qu'ils copient sur la rue. Ils font ce que leurs amis font. Mais avec les conseils, je sais que ça va s'arranger et ils seront sages. Depuis le début de son aventure humanitaire, Anita a réussi à sortir 5 enfants de la rue. Tous vivent désormais sous son toit. En quelques mois, elle est parvenue à transformer leurs mauvaises habitudes, misant sur l'amour, l'écoute et la parole divine. Un homme doit matin, midi, soir. Elle m'a montré le chemin de Jésus-Christ. Grâce à elle, j'ai arrêté de fumer de la drogue et de la cigarette. Depuis que c'est arrivé ici, je me sens bien. Ces enfants me prennent comme les frères. On a une famille. Mon plus grand souhait aujourd'hui, c'est que mes enfants retournent à l'école. Parce que je crois que ces enfants peuvent devenir des cadres de demain. Dans un monde où chacun semble préoccupé par ses propres besoins, Anita a choisi de tendre la main. Elle ne possède pas de grande fortune, mais elle a un cœur en or et une vision, apporter un peu de bonheur à ceux que la vie éprouve. Dieu ne vous oubliera jamais. Voilà, et c'est avec cette parole forte en tête que certaines filles sont allées composer ce jeudi. Elles sont au total 1711 candidates des IFEF, Institut de formation et d'éducation féminine, qui frappent aux portes du monde professionnel. Ismaël Evrardeo de Visoyo. 8 heures à l'Institut de formation et d'éducation féminine Princesse Grace de Monaco d'Adiopo 1 dans la commune de Sangon. Ici se tient l'examen de fin de formation des auditrices des IFEF session 2025. Calme et stress sont au rendez-vous, suivi des consignes des encadreurs pour aborder les épreuves en toute sérénité. On va faire théorie et puis hygiène générale, économie domestique, plus ECM. Je me suis préparée à la maison, j'ai bossé, mais je suis beaucoup stressée. Je suis impatiente que ça finisse, quoi. Quand elles finissent de passer l'examen, elles se disent qu'elles ont eu leur diplôme, leur attestation, et puis elles ne veulent rien faire. Donc j'ai essayé d'en parler pour dire à la sortie de l'examen qu'elles essaient d'entreprendre avec ce qu'elles ont appris à l'IFEF.
Le coup d'envoi des épreuves est donné par la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Nasseneba Touré se réjouit de l'engouement autour de cet examen. On a eu de très bons résultats l'année dernière, je pense autour de 98% de taux de réussite. On voudrait qu'on aille au 100% de taux de réussite cette année. De 1635 candidates l'année dernière au plan national, nous sommes à 1711. Ça veut dire que notre message est passé, ça veut dire que ces jeunes filles savent qu'elles sont au cœur des préoccupations du gouvernement. Selon la ministre Nasseneba Touré, les IFEF pour les années à venir s'ouvriront à d'autres corps de métiers, notamment avec des filières de communication, BTP et agriculture. Les résultats de cette session 2025 seront connus le 17 juillet prochain. Et cette information fera plaisir aux candidates qui ont embrassé la filière pâtisserie, puisque des opérateurs économiques japonais sont prêts à investir dans la chaîne de valeur du cacao en Côte d'Ivoire, ce qui ressort de la rencontre d'affaires de la délégation ivoirienne présente à Expo Osaka 2025. Léon Brou, Fernand Conin. Ils interviennent à travers le monde et déjà en Afrique dans le négoce, l'achat et la transformation des matières premières agricoles. Ces hommes d'affaires japonais attirés par le cacao ivoirien. Ouais, la première des choses à laquelle je pense, c'est d'abord l'importation des fèves de cacao. Et une fois que nous l'aurons importé ici au Japon, nous allons les répandre chez les fabricants de chocolat et petit à petit, nous allons faire connaître le produit ivoirien aux consommateurs japonais. Cet intérêt des Japonais, après l'exposé de la délégation sur la qualité du cacao ivoirien et les potentialités de la Côte d'Ivoire. Premier producteur mondial de cacao, le pays est désormais inscrit dans la transformation et la durabilité de l'emprunt, comme pour assurer à ses investisseurs la capacité de la Côte d'Ivoire à leur fournir le cacao. Les opérateurs japonais vont étape par étape. Une première étape, c'est de prendre conscience du fait qu'il y a des potentialités dans un pays. La deuxième étape, c'est de s'y rendre et constater. Et puis ensuite, prendre des échantillons, venir essayer. Et à partir de là, je pense que les choses vont aller un peu plus vite pour qu'on puisse concrétiser des transactions commerciales dans le domaine du café et du cacao. Avec le commissaire général de la Semaine nationale à l'Expo Osaka 2025 pour convaincre les opérateurs économiques japonais, le CPC et l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Japon. Les procédures et facilités d'investissement en Côte d'Ivoire leur ont été expliquées. En politique, maintenant, on s'arrête sur le pré-congrès du RHDP dans la région du Tchologo. Les militants ont porté leur choix sur le président Alassane Ouattara pour être leur candidat à la prochaine présidentielle. Soro Corna. La coordination régionale du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP du Tchologo, est en ordre de bataille pour la désignation du prochain candidat du parti à l'élection présidentielle d'octobre 2025. 3 commissions ont meublé les travaux. Le temps fort de ces assises, le meeting de clôture tenu à la place Alassane Ouattara de Ferkessédougou. Les femmes ont une contribution de 2 millions de francs à la caution de leur champion. Un choix soutenu par le coordinateur principal régional du RHDP, Tini Birahima Ouattara. Unanimement, nous avons tous considéré que le président Alassane Ouattara était le cheval qu'on ne peut pas changer. Ne laissons pas le bon cheval pour aller enfourcher n'importe quel cheval. Hier Alassane Ouattara, aujourd'hui Alassane Ouattara, demain Alassane Ouattara. Pour l'envoyé du parti, Alassane Ouattara incarne la stabilité, le développement économique, la paix et la cohésion sociale. Gaussou Touré rassure les militants du Tchologo que leur choix sera pris en compte au Congrès. Nous n'avons pas de candidat. C'est ce que vous m'avez dit. Et je viens de dire qu'au niveau du Tchologo, nous pouvons dormir. Il n'y a aucun problème. Au niveau de la santé, au niveau de l'électricité, au niveau de l'école, j'ai enregistré votre merci à Alassane Ouattara. Au congrès ordinaire qui va désigner le candidat du RHDP, la coordination régionale du Tchologo compte mobiliser plus de 1500 congressistes. Et pour ce congrès, le porte-parole du parti appelle à la mobilisation de tous les militants. Kobena Kwasi Adjoumani s'exprimait lors des rendez-vous du RHDP à la rue Le Pic à Cocody. Face aux journalistes, il a également appelé à un environnement électoral sans violence. On voit ça avec Konaté Moussa et Ibrahim Touré.
Élection présidentielle 2025. Le RHDP appelle à un scrutin apaisé et sans violence. C'est le message du porte-parole principal du parti à cette tribune. Comme promis par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, le scrutin du 25 octobre prochain se tiendra dans les délais prescrits par la Constitution, se déroulera dans une atmosphère apaisée et dans la transparence. Toutes les dispositions nécessaires seront prises à cet effet. Selon son porte-parole, le RHDP demeure fidèle à son engagement, celui de mener des actions pour le bien-être quotidien des populations. Le RHDP voudrait ici rappeler à toutes fins utiles qu'il n'a pas reçu mandat du peuple de Côte d'Ivoire pour pousser les Ivoiriens à affronter d'autres Ivoiriens, mais plutôt pour créer les conditions de leur plein épanouissement en renforçant la paix sociale, en promouvant la sécurité, la cohésion et le développement. Kobena Kwasi Adjoumani invite également l'ensemble des militants à soutenir la candidature du président Alassane Ouattara au prochain congrès du parti prévu les 20 et 21 juin prochains à Abidjan. Voilà, un processus dans un climat apaisé, c'est la volonté de l'Union africaine. Une délégation est en Côte d'Ivoire, elle a échangé avec les partis d'opposition. Konaté Moussa. L'Union africaine poursuit ses consultations avec les personnalités politiques ivoiriennes. La délégation a échangé avec des membres de la coalition pour l'alternance pacifique Cap Côte d'Ivoire. Nous venons d'écouter nos frères de la CAP. Malgré ce qui peut sembler comme une crise de confiance entre les acteurs, au moins nous retenons qu'il y a un socle commun, à savoir que l'ensemble estime qu'il faut tout faire pour que la Côte d'Ivoire reste la Côte d'Ivoire. Cette délégation de l'Union africaine, ce que nous souhaitons, c'est qu'elle puisse intervenir dans notre débat pour obtenir que nous ayons dans notre pays, là, en 2025, des élections paisibles, des élections propres, des élections inclusives. La délégation de l'Union africaine s'est aussi entretenue avec Laurent Gbagbo, le président du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, PPACI. Nous sommes dans une phase d'écoute, de compréhension, dans le seul but de faire en sorte que les élections qui se dégagent à l'horizon puissent se dérouler dans une ambiance apaisée. Et pour ce faire, il nous faut écouter tous les acteurs politiques, tous les partenaires, afin de voir dans quelle mesure l'Union africaine peut contribuer, peut apporter une contribution pour que la Côte d'Ivoire ne puisse pas renouer avec les démons du passé. La délégation de l'Union africaine a également échangé avec plusieurs autres acteurs engagés dans le processus électoral, notamment la Commission électorale indépendante et le Conseil national des droits de l'homme. Après l'opposition, Mamad Saleh et son équipe ont échangé avec le parti au pouvoir, le RHDP. Nousangaré. À 4 mois d'un scrutin présidentiel très attendu, l'Union africaine entre en scène. Mamad Saleh Anadif, chef de la délégation, prend langue avec les responsables du RHDP. Au menu, les enjeux de la présidentielle d'octobre 2025 et surtout la nécessité d'un climat politique apaisé. Et nous sommes venus, comme on l'a fait avec d'autres segments de la société ivoirienne, nous entretenir avec nos frères et sœurs du RHDP pour voir avec eux comment l'Union africaine peut contribuer pour que les élections qui se dessinent à l'horizon puissent se dérouler de façon pacifique. Et nous avons eu un échange très constructif où la chose qui est revenue le plus, à savoir que nos frères et sœurs du RHDP ont dit qu'ils feront tout ce qui est possible de leur niveau pour que ces élections puissent se dérouler dans de bonnes conditions. Une démarche saluée par le RHDP qui y voit un signal fort. Nous avons salué donc l'initiative de l'Union africaine qui est venue vraiment soutenir la Côte d'Ivoire dans le cadre de ces élections. Nous avons rappelé tous les dialogues qui ont été faits dans le cadre donc, de la mise en place des structures en charge des élections.
Il y a eu 5 phases. Nous sommes en train de consolider tous les acquis pour aller à des élections apaisées. Le chef de délégation a salué le travail qui est fait par les autorités ivoiriennes en vue d'aller à des élections apaisées. À quelques mois du scrutin, chaque échange compte pour renforcer la confiance autour du processus électoral. Et l'Union africaine veut jouer les bons offices avant l'ouverture du scrutin. En lien avec la présidentielle 2025, je vous invite à suivre ce communiqué émanant de la Commission électorale indépendante. Il est lu par Serge Coléa. En prélude à l'opération de collecte des parrainages, la Commission électorale indépendante CEI invite les personnalités désireuses d'être candidates à l'élection du président de la République du 25 octobre 2025 à transmettre, conformément au texte en vigueur, la liste de leur coordonnateur central et d'un collecteur régional au secrétariat permanent de la CEI au plus tard le vendredi 20 juin 2025. Par ailleurs, la CEI informe qu'une formation à leur intention sur le mode opératoire de la collecte des parrainages est prévue le 23 juin 2025 à 10 heures précises à son siège, si à Abidjan-Cocody de Plateau, Carrefour Duncan, résidence Angoua. Au regard de l'importance du parrainage, condition d'éligibilité à l'élection du président de la République, la présence des personnes ci-dessus désignées est impérative. Dans le reste de l'actualité, c'est un jeudi noir pour le monde aéronautique. Le Boeing de la compagnie Air India s'est écrasé ce jeudi à l'aéroport d'Ahmedabad, une ville à l'ouest du pays. Le point de Michel Digré. L'appareil, un long courrier de type Boeing 787 Dreamliner, a décollé de l'aéroport d'Ahmedabad en Inde à 13h39 heure locale pour l'aéroport de Gatwick au Royaume-Uni. Mais juste après son décollage, pour une raison encore inconnue, ce dernier s'est écrasé hors du périmètre de l'aéroport après avoir émis un appel d'urgence. Lorsque cet accident s'est produit, nous avons vu que l'explosion avait causé beaucoup de dégâts. Mon cousin a été blessé à la main alors qu'il conduisait à ce moment-là. Quand nous sommes arrivés ici, l'avion s'était déjà écrasé et il s'était brisé en plusieurs morceaux. Le feu avait englouti les environs et nous avons emmené les gens à l'hôpital. Les billets de Néa et Herman ont été confirmés pour les sièges numéro 110 et 111. Ils ne nous ont donné aucune information à leur sujet. Nous ne sommes pas venus ici pour prendre du thé ou du café. Ils ne nous disent pas l'état de nos poches. 242 personnes, personnel de bord inclus, se trouvaient dans l'appareil. Une seule personne actuellement en traitement à l'hôpital aurait survécu au crash, qui est le tout premier pour un Boeing 787 Dreamliner. Cet appareil a été adopté par plus de 80 compagnies aériennes à travers le monde. Point final, Dieu nous garde en vie et en bonne santé. Bonsoir.